Bonjour, je présente aujourd'hui la 19e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, le programme du Rassemblement pour la démondialisation. Elle s'intitule aujourd'hui « Agir pour une monnaie commune », ne pas confondre avec la monnaie unique. Cette vidéo se trouve dans la partie 2 de mon programme et elle fait partie d'une série de vidéos montrant les différentes mesures à prendre pour sortir de l'euro et de l'Union européenne afin de pouvoir créer un vrai plein emploi de qualité et sans précarité. La numéro 15 a traité du contrôle des changes et des mouvements de capitaux, la numéro 16 a traité de la reprise en main de la Banque de France, la numéro 17 a traité de l'annulation de la dette et de sa restructuration. La numéro 18 a traité spécifiquement de la sortie unilatérale et immédiate de l'euro et du retour au franc. Passons à la monnaie commune. Le public confond fréquemment les notions de monnaie commune et de monnaie unique. Pour clarifier, on peut dire la chose suivante. La monnaie commune désigne une zone monétaire, c'est-à-dire une zone dans laquelle subsistent plusieurs monnaies ayant entre elles un taux de change fixe mais modifiable et qui ont comme référence une monnaie commune, plusieurs monnaies, plusieurs banques centrales, plusieurs politiques monétaires et notamment des taux d'intérêt différents. Voilà la monnaie commune. A l'inverse, une monnaie unique, ce que l'on connaît avec l'euro, est une zone dans laquelle d'anciennes monnaies ont fusionné pour en créer une nouvelle. Des parités fixes ont été établies entre ces anciennes monnaies, et dans le cadre d'une monnaie unique, il n'est donc plus possible de dévaluer ou de réévaluer une monnaie nationale par rapport à une autre ou aux autres, car les monnaies nationales n'existent plus. Or, la dévaluation permet habituellement de protéger temporairement une économie en train de s'affaiblir. Elle va permettre au commerce extérieur de se rétablir, de limiter la dette commerciale. L'euro comme monnaie unique interdit ces rééquilibrages. C'est pourquoi les pays participant à une monnaie unique doivent avoir des structures économiques, monétaires et financières comparables, ce qui n'a jamais été le cas de la zone euro. Pour contourner l'impossibilité de dévaluer, un pays comme l'Allemagne, par exemple, a délocalisé une partie de sa production dans les pays d'Europe centrale et orientale, augmenté la TVA et organisé la déflation salariale pour ses travailleurs, c'est-à-dire écraser les salaires. La différence entre une monnaie unique et une monnaie commune est simple à comprendre. La monnaie commune permet à chaque pays de conserver sa monnaie nationale et donc de maîtriser sa politique monétaire et sa politique économique. Les monnaies ont entre elles un taux de change fixe mais modifiable par accord entre les pays concernés. Et c'est exactement comme au temps du système monétaire européen, le SME, qui existait avant l'euro, où des marges de fluctuation pouvaient être autorisées autour d'un cours pivot. Le système a été créé en 1979 et il avait pour objectif de resserrer la coopération en matière de politique monétaire entre les pays de la communauté afin d'aboutir à une zone de stabilité monétaire en Europe. Et les principaux éléments qui le composaient, ce SME, étaient l'écu, le mécanisme de change et d'intervention, ainsi que divers dispositifs de crédit. Les marges de fluctuation étaient à l'époque, au démarrage, de plus ou moins 5% autour d'un cours pivot, et elles ont été élargies à plus ou moins 15%. Et ce sont les gouvernements concernés, et eux seuls, qui pouvaient décider de jouer avec ces marges de fluctuation selon leur conjoncture économique. La monnaie commune est utilisée dans les transactions commerciales et bancaires internationales, alors que chaque monnaie nationale continue parallèlement à être utilisée pour les transactions quotidiennes dans chaque pays. Une monnaie commune est uniquement scripturale, elle n'est pas fiduciaire. La monnaie scripturale n'est pas matérialisée par un objet physique comme les pièces ou les billets. C'est une écriture comptable sur un chèque ou un compte en banque par exemple. Elle se trouve sur les comptes bancaires
et se déplacent dans le cadre des flux monétaires, c'est-à-dire les mouvements de capitaux, les échanges, etc. Une monnaie fiduciaire, ce sont les pièces, les billets. L'écu, monnaie commune, était un panier de monnaie. Il était la référence de toutes les monnaies nationales qui en faisaient partie. Le taux de change de chaque monnaie nationale membre de l'écu par rapport à l'écu était ajustable à la suite d'une négociation entre les gouvernements. Ce système de monnaie commune a deux grands avantages. D'abord, il respecte la souveraineté monétaire des nations, tout en permettant une coopération avec d'autres monnaies. Les pays membres d'une monnaie commune peuvent donc mener des politiques adaptées à leurs problèmes spécifiques. Il n'y a plus, comme avec la monnaie unique, une politique unique qui s'abat sur tous les pays membres sans distinction. Il est donc possible de négocier des dévaluations, de décider de provoquer un peu d'inflation pour mettre de l'huile dans les rouages. La monnaie commune n'est valable qu'entre les pays qui en font partie. Dans les échanges avec l'extérieur, ce sont les monnaies nationales qui sont utilisées. L'euro, comme monnaie unique, est une catastrophe économique, sociale, démocratique, environnementale, dont il faut sortir au plus vite. J'en ai déjà parlé. Dans un monde où, depuis la fin des accords de Bretton Woods en 1971, les monnaies flottent au gré des mouvements de capitaux spéculatifs, une coopération monétaire est indispensable entre les pays qui entretiennent des relations commerciales étroites. Il faut une solidarité et une coopération entre les nations européennes et méditerranéennes. C'est le but d'un euro qui serait conçu non pas comme une monnaie unique, mais comme une monnaie commune. Il faut donc faire de l'euro, on peut aussi l'appeler autrement, ce n'est pas un problème, la monnaie commune de toute l'Europe, pas simplement de l'ancienne zone euro à 17, ou même de l'Europe des 28. Il ne faudra pas que cette monnaie commune retombe dans les travers de l'euro en cherchant à concurrencer le dollar et à devenir une monnaie mondiale de réserve, à attirer les capitaux spéculatifs. Car les détenteurs internationaux de capitaux n'ont de raison d'acheter de l'euro, monnaie commune, qu'à la condition qu'ils puissent diversifier leur portefeuille en étant assurés d'y gagner. L'euro-monnaie commune ne devra servir que pour les transactions commerciales entre les pays membres. En réintroduisant les monnaies nationales, les politiques monétaires pourront s'adapter aux réalités nationales. Si tel avait été le cas, il n'y aurait pas eu la crise de l'euro. Les banques centrales espagnoles et irlandaises, par exemple, auraient pu agir pour éviter les bulles immobilières. La Grèce aurait pu dévaluer sa monnaie nationale et monétiser une partie de sa dette. Une monnaie commune rendrait caduques les politiques de désinflation compétitive. L'Allemagne serait obligée de se tourner vers son marché intérieur et cesser de provoquer des déficits commerciaux chez les autres. Sortir de l'euro comme monnaie unique ne signifie nullement se fâcher avec les pays qui resteraient dans ce système et entrer en conflit avec eux. Au contraire, la sortie de l'euro ne doit pas être simplement présentée comme une volonté d'indépendance et de souveraineté nationale, mais aussi comme une perspective internationaliste et universaliste. Tous les peuples d'Europe ont intérêt à la disparition de l'euro comme monnaie unique, y compris le peuple allemand. Tous ont intérêt à une monnaie commune. Malheureusement, pour mettre en place une monnaie commune, il faut l'accord unanime des 28. Autant dire que cette perspective est bouchée
et qu'elle ne remet pas en cause la nécessité absolue de la sortie de l'euro monnaie unique de manière unilatérale.